Dialogue épisode 19, Harry Roselmack. Harry, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir. L'idée, c'était un petit peu de discuter de votre parcours, de ce qui se passe actuellement en France, de littérature, de cinéma. Tout d'abord, comment est-ce que vous vous décririez ? Je me décris comme un humain qui est donc né humain, mais qui cherche à comprendre ce que ça veut dire d'être humain. C'est une longue quête. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance et de votre famille, la manière dont vous avez grandi à Tours notamment, la trajectoire familiale? Je crois que vous aviez un père CRS et une mère employée de poste. Ouais. C'est quoi l'ambiance familiale, la vie à Tours? C'est l'ambiance de beaucoup de familles de la classe moyenne. Donc effectivement, mes deux parents fonctionnaires, mon père fonctionnaire de police et ma mère fonctionnaire, on disait au PTT à l'époque, qui est devenu la Poste. Et Tours, ville moyenne, mais moyenne et pondérée, c'est-à-dire que c'est une ville sans grand excès dans laquelle on a grandi, mon frère et moi, puis ma sœur qui nous a rejoint un peu plus tard. On a grandi dans un cocon qui représente assez bien l'idée qu'on peut se faire d'une cité républicaine apaisée. Et donc, moi, avec mon frère, on a été scolarisé dans une école d'abord catholique jusqu'à la fin du collège, puis dans un lycée public du nord de Tours, puisqu'on habitait dans le nord de Tours. J'ai évidemment mes premières grandes amitiés qui sont nées notamment dans le milieu du judo, puisque j'ai pratiqué le judo à partir de l'âge de 7 ans et j'ai encore mes amis de cette époque-là. Et c'est là où je me suis où j'ai été éduqué, où je me suis forgé une conscience de ce qu'est la vie en collectivité, avec quelques expériences formatrices, un petit peu compliquées, mais moi je peux pas dire que j'ai été traumatisé par le fait de grandir noir, car nous étions assez peu dans cette ville française, avec en tout cas là où nous étions et dans les cercles qui étaient les nôtres à l'école notamment, assez peu de diversité. J'ai pas été traumatisé par ça, j'ai juste été titillé comme il fallait pour me rendre compte que la différence pouvait être un enjeu, mais pas un problème. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Et donc, j'ai grandi comme ça. J'ai fait mon lycée, mes études de journaliste à Tours, puisque j'avais la chance d'avoir dans ma ville de naissance un des deux IUT de l'époque. Il y en avait un à Bordeaux, un à Tours. Je voulais être journaliste, il y en avait un chez moi. Donc, j'ai eu la chance je me suis débrouillé pour pouvoir avoir le sésame pour rentrer dans cette formation qui était assez demandée. Et donc, j'ai été pris dans ce concours. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que on était à peu près de 2000 candidats. Il y avait 30 places. J'étais sur liste d'attente. Et dans le courant de l'été, j'ai appris il y avait eu quelques désistements. Et donc, j'ai pu faire mon IUT à Tours. Et ensuite, des études d'histoire, le temps de commencer à travailler. Puis, je suis venu travailler en 94 à Paris. Je crois que, si je me trompe pas, t'es passé par Radio Béton aussi. Ouais, j'ai fait mes premières armes radio dans cette radio libre, on disait radio libre à l'époque, radio FM locale, qui était Radio Béton. Alors mon père participait, il animait une tranche d'une émission de musique antillaise tous les dimanches matins, et moi j'ai commencé à faire de la radio en présentant des flashs d'infos dans cette émission-là. Les parents venaient d'où? Roselmack, c'est un nom qui est très particulier. C'est quoi l'origine? Alors c'est un nom martiniquais, qu'on a de Martinique. On a fait quelques recherches qui nous ont permis de remonter jusqu'au premier Roselmack identifié, qui a été esclave, mais qui s'est vite affranchi au tout début du 19e siècle. Il s'appelait Narcisse. Et
Pourquoi il s'appelle Roselmack? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, puisque les esclaves, ils arrivaient. Souvent, c'était soit le nom de leur maître, soit des noms que les maîtres décidaient de leur donner. Donc Roselmack, je sais pas exactement d'où ça vient, mais voilà, toutes les familles Roselmar, Roselmack en Martinique viennent de ce Narcisse qui est arrivé en 1802, je crois, à la Martinique. On reviendra au journalisme tout de suite. Le poids de la culture, de la littérature et du cinéma dans la cellule familiale. Présente, mais sans plus. J'ai toujours été encouragé à lire. D'ailleurs, mes premières lectures, c'était les clubs des 5, la bibliothèque rose, puis la bibliothèque verte. Donc, j'ai toujours été encouragé à lire, mais nous n'allions pas. Mes parents n'allaient pas au théâtre, par exemple. Donc le théâtre, moi, c'est pas une culture que j'ai depuis l'enfance. Alors la musique était effectivement très présente, mais c'est vrai que la musique, c'était une façon. En fait, la culture en général, pour parler et les arts, de musique, d'art culinaire, de littérature, c'était surtout pour mes parents, comme pour beaucoup d'Antillais qui avaient émigrés et qui étaient venus en France hexagonale, c'était une façon de garder un lien avec le pays. Donc la musique, c'était de la musique caribéenne et antillaise. La gastronomie, c'était des plats caribéens. Et donc, la littérature aussi, les livres qui étaient présents, c'était beaucoup des livres d'auteurs des Antilles et de la Caraïbe. Donc c'est vrai que la culture, ça a été une façon de garder, de cultiver ce lien-là pour mes parents. Je demande parce que je crois avoir lu qu'un des métiers qui était dans tes objectifs de jeunesse, c'était notamment critique de cinéma, si je ne me trompe pas. Ouais, faut en avoir vu des films. C'est vrai que j'ai voulu être critique de cinéma. Paradoxalement, je peux pas dire que je sois un grand cinéphile. J'aime le cinéma, évidemment. Je vais voir des films depuis que je suis gamin. Mais jamais sur un plan analytique. Donc je sais pas pourquoi. Je me disais, j'aimais le cinéma, je trouvais ça cool, et je trouvais ça cool de vivre d'un truc cool. Donc je me disais que je voulais être critique de cinéma, mais c'est vrai que j'ai jamais considéré le cinéma comme un sujet d'analyse, d'examen, de critique. Et ton diplôme de journaliste en poche, du coup, d'histoire, et ensuite tu te diriges vers le journalisme. C'est quoi tes premiers pas dans le journalisme et comment tu voyais ta carrière, journaliste local, ou tu voulais faire peut-être des sujets particuliers? Mon coup de cœur, c'est la radio, donc je me voyais bien en radio, même si j'aime beaucoup écrire, et donc j'ai travaillé aussi en presse écrite très tôt. J'ai travaillé à la Nouvelle République du Centre-Ouest, qui était le quotidien régional de Tours et de la région Tourangelle. Et j'ai travaillé dans pas mal de fanzines étant étudiant. Et donc, je me voyais pas du tout faire de la télé. Ça, c'est un truc qui m'est jamais passé par la tête, vraiment. Mais plutôt faire de la radio. Et je me suis pas vraiment posé la question du niveau d'exposition de ce que j'allais faire, local, national. C'est pas quelque chose que j'avais en tête. Vraiment, moi, je suis devenu journaliste parce que je m'intéresse aux gens, parce que je m'intéresse au monde intérieur des gens, que j'ai envie de comprendre comment ils fonctionnent, ce qui les motive, leurs revendications, leur parcours. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a guidé vers le journalisme, en plus du goût de l'écrit, de cette volonté de transmettre par l'écrit. C'est ces deux choses-là qui ont vraiment été mes moteurs, et je me suis pas posé beaucoup d'autres questions en vérité. J'avais pas de plan de carrière à proprement parler. J'aurais pu travailler à France Bleu Tours, et je pense que j'en aurais pas été frustré, en tout cas. Comme tu l'avais dit une fois à la télé, t'as jamais rêvé d'être célèbre? Non, j'ai jamais rêvé d'être célèbre. Je le suis devenu par la force des choses et par un effet de conséquence d'un parcours, mais la célébrité a jamais été un objectif. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses un petit peu de ce qui constitue peut-être pour l'imaginaire collectif les gens qui regardent la télévision, les coulisses de ton arrivée aux 20h de TF1 qui est quand même... personnellement, moi je suis consommateur d'informations, donc si je me souviens bien, tu étais sur CNews, anciennement iTélé.
C'est important de faire la distinction. C'était pas CNews à l'époque, c'était iTélé. Ouais. Et du coup, le 20h, comment ça arrive dans un parcours? C'est un sacré... Alors, c'est la conjonction de plusieurs choses. C'est effectivement une formation de journaliste à l'IUT. C'est des expériences professionnelles qui m'ont mené à une première rencontre qui a été celle de Bernard Zecri, à l'époque patron des rédactions de Canal+ et d'ITélé. Coup de cœur professionnel, il me propose de venir sur ITélé puis sur Canal+. Et puis c'est une autre rencontre déterminante parce que étant journaliste de radio, avec les petites expériences dont je parlais au tout début et qui m'ont très vite fait comprendre que la différence pouvait générer des lestes ou des handicaps pour la réussite, je me suis engagé aux côtés d'un garçon qui s'appelle Amirou Chlaïdi dans une association qui s'appelait Averroès. C'était un collectif qui rencontrait des patrons de médias pour les sensibiliser à la question de la diversité dans leurs équipes pour plein de raisons, des raisons de représentativité, des raisons de fond aussi, des raisons de vision de la société et de traitement de l'actualité dans une société diverse. Donc on rencontrait ces gens régulièrement, on organisait des dîners à peu près une fois par mois. Et lors d'un de ces dîners, je rencontre Robert Namias et Patrick Poivre d'Arvor. Et ça se passait de la façon suivante. Ils étaient nos invités sur une table, on posait des questions pendant à peu près 1 heure et puis ensuite on dînait. Et lors de cette première partie, je pose une question à Patrick Poivre d'Arvor qui connaissait ma voix, donc qui reconnaît ma voix et qui, comme je me présente, il identifie mon nom, mais je bossais à France Info à l'époque, mais il connaissait pas physiquement et en m'entendant, il se doutait pas que je pouvais être noir ou blanc ou autre. Et donc, ça l'interpelle et on se parle un petit peu à la fin de cet échange collectif. Il me parle un peu pour me dire qu'il m'écoute régulièrement, qu'il aime bien ce que je fais et tout. Et c'est quelque chose qui est resté et qui fait qu'effectivement, au moment où je fais mon année à Canal+ et ITélé, eh bien Patrick Poivre d'Arvor parle de moi à Patrick Lelay, qui était le patron de TF1 à l'époque, et c'est ce dernier qui me fait appeler et qui m'invite dans son appartement parisien. C'est un Breton, enfin c'était un Breton, paix à son âme, il est mort il y a quelques mois, Patrick Lelay. C'est un Breton, mais il avait son appartement à Paris. Il m'invite dans son appartement aux Invalides pour me faire cette proposition de remplacer PPDA en juillet 2006, journal de 20h. Et c'est là que j'accepte et c'est là que tout commence. Comme dirait Don Corleone, c'est une offre que tu ne pouvais pas refuser. Non, c'est une offre que je pouvais refuser dans l'absolu. J'ai déjà refusé des offres dont on dit qu'elles ne peuvent pas être refusées. D'ailleurs, c'est quelque chose que je raconte souvent, donc je me permets d'en raconter. Comme on n'a pas de limite de temps, tu m'as prévenu, t'as pris un risque. Mais quelques années auparavant, d'une façon un peu déguisée, TF1 recherche un présentateur pour la météo pour remplacer Alain Gillot-Pétré. Et il cherche un présentateur noir. Et il y a une annonce qui, au final, à laquelle je réponds et dont je comprends qu'elle est pour faire ça au final. Donc moi, j'ai fait les premiers éléments de casting. Mon profil intéresse. Donc je vais à TF1. Je rencontre le patron de l'antenne à l'époque qui s'appelle Xavier Couture et Robert Namias également qui était là en tant que directeur de l'info déjà à l'époque. Et je rencontre Evelyne Delia, je fais une petite formation de 2 jours, tout se passe très bien, je fais des essais, ils me veulent. Et moi à ce moment-là, je leur dis écoutez, c'est super parce qu'évidemment ils me survendent. En tout cas, ils me vendent bien le poste, qui en soi est un poste qui est effectivement très intéressant. C'est un pic d'audience, c'est extrêmement exposé. Donc, il y a plein de choses qui sont très séduisantes dans ce poste. Mais moi, je leur dis, attendez, moi, j'ai fait des études de journalisme, je veux être journaliste. Alors, ok, pour présenter la météo, mais donnez-moi un poste sur LCI, trouvez un truc, comme c'était pas un plein temps. Trouvez-moi quelque chose à côté qui me permette de faire du reportage, de présenter des journaux d'information. Ça n'a pas été possible à l'époque, le patron de LCI voulait pas, et donc je décline, je refuse ce poste. C'était en 2001, je crois, c'est ça, c'était en 2001, et en 2006,
on m'appelle pour le journal de 20 heures. Et je prends souvent cet exemple pour dire qu'il faut pas se laisser détourner de ce qu'on veut vraiment. Si ce que vous voulez vraiment, si ce que je voulais vraiment, c'est être connu et célèbre, j'aurais accepté ce poste de présentateur de la météo, mais je suis sûr à 97% que je n'aurais jamais présenté le JT par la suite. Mon objectif, c'était de faire du journalisme avant tout, et donc j'ai décliné cette proposition qui me permettait pas de le faire et qui pouvait même me couper de cet exercice-là, et finalement, quelques années après, sur la même chaîne, j'ai l'opportunité de présenter le 20h. Justement, l'opportunité de présenter le 20h arrive. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, etc. Mais on peut dire que s'il y avait eu les réseaux sociaux, tu aurais cassé Internet. C'était une nouvelle qui a globalement révolutionné le pavé, je me souviens à l'époque. Et comment tu l'as vécu, le fait que finalement, le simple fait qu'un présentateur noir arrive aux 20h, ce qu'on présentait à l'époque comme étant la première fois, occulte un petit peu finalement le fait que derrière, il y avait une carrière et un travail, quoi. Alors, je me suis mis un peu à l'extérieur de tout ça, et dans l'analyse, à savoir ce qui aurait pu effectivement générer une forme de frustration en disant on ne retient que le fait que je sois noir, etc. Et même dans le vécu, c'est-à-dire que j'ai très peu lu ce qui a pu être écrit les jours précédents et les quelques jours qui ont suivi mon premier JT de 20 heures. Je pense que j'ai eu le bon réflexe qui était, encore une fois, de me focaliser sur mon métier, sur ce que je devais faire, et d'essayer de m'extraire d'un contexte qui aurait pu rajouter du poids à cet exercice qui est déjà assez impressionnant en soi, à ce niveau d'exposition-là. Donc je l'ai bien vécu, j'ai quasiment pas été stressé au moment de ma première, parce que en plus, il faut le dire, j'ai été extrêmement bien entouré, c'est-à-dire que TF1 sait faire. Ils connaissent les enjeux. Pour eux, il s'agissait évidemment pas de se tromper sur un coup, entre guillemets, comme celui-là. Et donc, tout le monde m'a mis très à l'aise. J'ai été très entouré, très encadré. On a répété ce qu'il fallait répéter, ce qui fait que la nuit précédant ma première, j'ai dormi comme un bébé. Toute la journée s'est très bien passée. J'ai eu un petit coup de pression quand même juste avant de prendre l'antenne, ce qui est normal, mais les choses se sont passées de façon assez fluide. C'est le self-control du judo, ça aussi. Peut-être que ça aide. Et puis d'autres choses aussi, dont on parlera peut-être plus tard. Bien sûr. S'il y a des étudiants en journalisme qui nous écoutent, ça ressemble à quoi de l'intérieur la préparation d'un journal du 20h en termes de travail et comment on sélectionne l'info? Alors, ça commence dès la veille au soir. Quand vous finissez le journal de 20 heures de la veille, il est susceptible de se passer des choses. Et donc, il faut pas complètement débrancher. C'est pour ça que quand vous présentez le 20 heures semaine, ce que je faisais, c'est lundi, jeudi. On peut se dire que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est 4 jours de boulot, c'est quand même pas énorme. Mais c'est 4 jours quasiment non-stop, parce que vous pouvez pas débrancher. C'est un exercice sous tension permanente et il faut donc, dès que le journal précédent se termine, rester aux aguets, parce qu'on sait que notre matière du lendemain, c'est celle qui va se passer à partir du moment où on a terminé le journal, et s'il se passe un truc à 21h10, un truc important, on sait que le lendemain à 20h, il va falloir qu'on le traite. Et donc, quand vous êtes présentateur, vous avez un rédacteur en chef. Alors, le présentateur a le statut de rédacteur en chef de son journal. Il a un rédacteur en chef exécutif, évidemment, qui, lui, a pour rôle à la fois de valider les sujets. C'est pas le présentateur qui valide les sujets, c'est son rédacteur en chef, et qui a pour but aussi de faire de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il commande des sujets qui sont pas forcément dans l'actu du jour, mais qui sont des sujets qui vont alimenter une partie plus magazine du journal, qui vont alimenter les choix de la rédaction. Et donc, lui a un rôle extrêmement important à ce niveau-là, toujours en relation avec son présentateur, mais c'est lui qui est actif sur ces sujets-là. Et le présentateur, lui, il doit être au fait de l'actualité, et il doit avoir une vision
qu'il partage avec ses équipes. Hein. C'est pas un exercice solitaire. En tout cas, il est plus ou moins solitaire en fonction du statut que vous avez. C'est vrai que quelqu'un comme Patrick, moi, au moment où je suis arrivé à TF1, il décidait pas unilatéralement. Il avait une rédactrice en chef, mais enfin, une institution, il faisait un peu... il traitait l'info un peu comme il voulait la traiter, surtout qu'il avait une vision extrêmement précise, acérée de tout ça, et que c'était devenu presque naturel chez lui de le faire. Néanmoins, il faut effectivement avoir une vision de la façon dont vous voulez illustrer l'actualité, parce que les gens qui font des études de journalisme savent qu'il y a plusieurs façons de traiter un sujet, soit par une brève, soit par un off, c'est-à-dire une brève lue par le présentateur mais couverte par de l'image, soit un sonore, donc une interview sèche, soit un reportage. Et il y a différents types de reportages. Il y a les encadrés, il y a les reportages très incarnés, il y a les dossiers, il y a les enquêtes. Enfin, et ça, il faut savoir par quel type d'éléments vous voulez illustrer une actualité. Donc ça demande d'être mobilisé en permanence. Et c'est vrai que le matin, quand vous vous levez, vous écoutez les radios, vous arrivez à la rédac pour un journal de 20 heures vers 7h30, 8h pour prendre connaissance de la presse quotidienne. Et puis à 8h30, 9h, vous avez votre première conférence de rédaction lors de laquelle effectivement on met sur la table, il y a l'actu et comment on va la traiter, avec quel type de sujet on va la traiter. Est-ce qu'on y accorde un sujet, deux, voire trois sujets? C'est de moins en moins vrai maintenant. On le faisait plus à l'époque où je présentais le JT que maintenant, mais sur des gros dossiers, on peut faire plusieurs entrées. On appelle ça des entrées. Donc on traite différents aspects d'une question d'actualité avec des reportages qui se succèdent. Et donc cette première conférence de rédaction donne un peu la couleur du journal qu'on aura le soir. Ensuite, les reporters, quand ils sont pas déjà partis, partent en reportage pour illustrer et pour fabriquer ce qu'on a décidé dans nos têtes collectivement le matin à 9h. Ensuite, à 16h, alors pendant ce temps-là, le présentateur, lui, il va dans son bureau, il commence à écrire, il continue à s'imprégner de l'actu, il commence à écrire ses textes, etc. À 16h, il y a une deuxième conférence de rédaction qui est hyper importante parce que là, c'est ce qui revient. Parce qu'il y a ce qu'on a lancé le matin et il y a ce qui revient. Et parfois, entre ce qu'on a lu dans la presse et qui semble fort, pertinent, évident, on le retrouve pas forcément dans les mêmes termes, sous les mêmes angles, quand vous arrivez avec une caméra pour aller chercher cette matière-là. Donc à 16h, c'est là qu'on a la réalité de ce qu'on a lancé le matin et qu'on fabrique vraiment le journal. Donc lors de cette conférence de rédaction, on liste les sujets, on hiérarchise le journal, on fait ce qu'on appelle le conducteur. Donc ce sujet-là, il va être en premier, puis on déroule. Et à partir de ce moment-là, là, vous avez vraiment la trame de votre journal. Et de 17h à 19h45, vous êtes vraiment dans l'écriture de votre JT. Puis voilà, ensuite, vous passez la veste, un petit coup de maquillage, et puis hop, c'est l'antenne. Est-ce que quand on arrive dans le rôle que tu viens de décrire, qui est en plus le 20h, qui est un petit peu le sommet de la chaîne alimentaire des présentateurs, on arrive à une forme d'autocensure où on se dit faut que je fasse le moins de vagues possible et que je sois le plus pro possible pour rester à ma place. Je prends un exemple, il y a des sujets qui sont hautement inflammables, le racisme, récemment le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on se dit que le rôle d'un journaliste du 20h, c'est de rendre factuellement ce qu'on lui remonte, ou est-ce qu'on arrive quand même à garder un parti pris et une opinion incisive? Alors, il y a deux questions dans cette question. La première, c'est celle de l'autocensure. La seule raison de s'autocensurer, c'est de ne pas être sûr de l'info qu'on va donner. Le journaliste se doit d'être crédible. Un journaliste qui n'est pas crédible, il sert à rien. Et un journaliste qui va toucher 7, 8 millions et encore plus parfois de personnes en un journal, cette obligation de crédibilité, elle est peut-être encore plus forte, même si elle existe de façon fondamentale dans ce métier du journaliste. Donc, la censure, elle n'est pas tant liée à un sujet, elle est liée à une certitude de son info. Même si, et je le redis ici, la vérité
de l'info, c'est la vérité honnêtement restituée en l'état des connaissances de l'équipe qui traite ce fait ou cette déclaration, avec les méthodes qui sont les siennes, à l'heure où il donne l'info. C'est ça la vérité de l'info. La vérité de l'info, c'est pas la vérité absolue. La vérité de l'info, elle bouge, parce que l'info elle-même bouge. La vérité de 20h10 n'est peut-être pas celle de 20h20. Et d'ailleurs, il arrive très souvent que dans un JT, l'info principale du journal, qui est donnée en début de journal, soit complétée à la fin si c'est un fait qui est survenu assez peu de temps avant qu'il soit donné. On y revient à la fin pour rafraîchir, pour parfois même corriger ce qui a été dit, que ce soit en termes de bilan, que ce soit en termes de plein de choses. Et on le voit bien avec les chaînes info aujourd'hui, qui ont la particularité de faire vivre cette matière en mouvement qu'est l'info. Vous regardez n'importe quelle chaîne info à 15h, vous regardez la même à 17h, on vous donnera les mêmes infos, mais pas forcément dans les mêmes termes, parce que l'information évolue. Donc il faut se méfier de cette quête de vérité journalistique. Il faut bien savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est l'une des raisons, si on n'est pas sûr de la crédibilité de l'info qu'on va donner, ça c'est une raison de ne pas la donner. Le reste, non. Après, la deuxième partie de la question, c'était non pas sur sur le fait de donner ou de pas donner une info, mais sur est-ce qu'on peut éditorialiser, est-ce qu'on peut faire des choix dans la façon de donner l'information. Moi, je considère que qu'un journal d'info et que le journal de 20h de TF1 n'est pas le lieu pour ça. Il y a des lieux d'éditorialisation, ça se fait d'ailleurs de plus en plus. Il y a des chaînes info qui colorent l'actualité en faisant venir des éditorialistes, des chroniqueurs, des gens qui débattent. Un journal, c'est un compte-rendu, pas forcément factuel, parce qu'on ne parle pas que de faits, mais honnête et le plus neutre possible de tout ce qui s'est passé depuis le journal précédent. Et donc, à cet égard-là, moi, je considère que sur un journal de 20h, on n'a pas à éditorialiser ou à donner son avis. La transition est toute trouvée, du coup, sur les chaînes d'infos. Qu'est-ce que ça représente comme bouleversement pour le métier de journaliste, le fait que l'information soit sectionnée comme ça, H24 ? C'est-à-dire qu'on peut regarder un journal à minuit, à 15h, à 16h, des bandeaux qui déroulent H24. Est-ce que cette instantanéité de l'information, elle... in fine, elle tue pas tout regard critique, parce qu'on se doit de commenter la chose à l'instant T. Alors que l'exercice, justement, du journalisme télévisuel, c'était traditionnellement de prendre le temps d'ingurgiter l'info. Là, on est vraiment sur du continu, quoi. Là où tu as raison, tu tutoies depuis tout à l'heure, ça ne dérange pas. On se tutoie tous les deux. Okay. Donc, là où tu as raison, c'est que le journalisme, c'est la couche de traitement qu'il y a entre le fait, la déclaration et la diffusion de ce fait ou de cette déclaration. Plus ce temps de traitement est court, plus notre travail est compliqué, plus le travail du journaliste est compliqué et plus la marge d'erreur est importante. Donc c'est une vraie difficulté. Quand des journalistes commentent des choses qui se passent en direct, vous avez une caméra et vous avez le journaliste qui commente ce qui se passe en direct, on voit bien que cette couche de traitement, elle est minimale, puisque ça se passe en direct, c'est pas, je commente pas un match de foot, là, je commente une actu, voilà. Et donc, c'est une vraie problématique qui a été un peu réglée depuis, parce qu'on a appris, il y a eu des erreurs de fait, évidemment. Hypercachère, par exemple. Ça, c'est ce qui me vient en tête. Par exemple, la fuite des frères Kouachi dans cet entrepôt, dans cette usine, dans cette imprimerie de l'Oise, avec une info qui n'aurait jamais dû être donnée, qui a été donnée par le journaliste qui était en direct, qui avait cette info et qui a pensé que c'était une plus-value de la donner. Non, il l'a peut-être que s'il avait eu le recul, il ne l'aurait pas fait d'ailleurs. Il l'a fait parce qu'il n'avait pas de recul. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et là où je voulais en venir, c'est que la problématique, c'est que longtemps, les chaînes info
était une façon pour des journalistes assez juniors, des jeunes journalistes, de rentrer dans l'arène de l'info télévisée. Et je pense, et ça a été en partie réglé, que ce n'est pas la bonne solution. Il faut au contraire des journalistes expérimentés pour pouvoir traiter sans trop d'erreurs cette actu dans un temps très court, avec un temps de traitement extrêmement court. Et donc, à cet égard-là, on a appris des choses, y compris au niveau du profil des gens qui font ça, qui commentent cette actu. Je crois qu'on a gagné à redonner à l'expérience toute sa place légitime. Maintenant, on est dans un monde où on baigne dans l'information, où l'information doit absolument conserver son statut. Je crois que ça, c'est un des combats majeurs qu'on ait à avoir. Et pour que l'information, elle conserve son statut, il faut qu'elle continue à regagner en crédit et en crédibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que il faut qu'on fasse le moins d'erreurs possible. L'erreur, elle est humaine, mais on a peu droit à l'erreur, j'ai envie de dire. Donc, il faut être extrêmement rigoureux. Et il y a aussi une question de positionnement qu'on doit retrouver, parce que le journaliste, pour moi, et ça a longtemps été le cas et ça l'est de moins en moins, le journaliste, et le terme média le signifie bien, il est entre ceux qui font l'information, qui font l'actualité, et ceux qui la reçoivent. Or, les médias institutionnels sont perçus par un nombre grandissant de personnes, et notamment des personnes jeunes, comme faisant partie de ceux qui font l'information, de ceux qui décident, de ceux qui incarnent le système. Et ça, c'est un véritable problème parce que ça ouvre des boulevards à tous ceux qui prétendent faire de l'info et qui, en vérité, n'en font pas, qu'on retrouve sur des réseaux sociaux, sur des blogs, sur le digital, et qui eux, pour le coup, sont susceptibles de pouvoir récupérer, manipuler, bénéficiant de cette idée selon laquelle nous, médias institutionnels, on est au service d'un système et que on manipulerait les gens en leur donnant l'information qui est validée par le système. Je tiens à m'inscrire en faux par rapport à cette information. Le journaliste, en tout cas tel que moi je l'ai pratiqué et tel que le pratiquent tous les journalistes que je connais, le journaliste, il n'a d'autre objectif que de livrer une information qui est la plus certifiée possible. Il n'a pas d'intention de manipuler qui que ce soit. Un journaliste n'a pas l'intention de favoriser ou de défavoriser qui que ce soit. La preuve en est, c'est que lorsque, sur certaines affaires, on doit traiter à charge et à décharge, on doit dire dans le reportage que si l'une des parties n'apparaît pas dans le sujet, c'est qu'elle a été sollicitée et qu'elle n'a pas voulu répondre à nos questions. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à redonner confiance dans le journaliste, à redonner confiance dans le média institutionnel, parce que pour moi, c'est un phare, c'est un espèce de référent dans un monde où la donnée est partout et où la donnée qui prétend être de l'information, on ne sait plus l'identifier de celle qui est vraiment de l'information. Donc c'est pour ça que je dis à tous ceux qui veulent devenir journalistes aujourd'hui qu'ils ont véritablement leur place, qu'ils doivent se lancer dans ces voies-là parce qu'on a besoin de professionnels du traitement de l'information. Si on perd ces professionnels-là ou si ces professionnels-là n'ont plus de crédit, on risque d'entrer dans des phases extrêmement compliquées où toutes les manipulations sont possibles. Alors, je vais faire une incise sur ce que tu viens de dire parce que ça va s'appliquer un peu plus sur les médias. Je crois que, notamment, tu es un des journalistes les plus populaires, notamment pour ce que tu viens de dire. Ceci étant, c'est difficile d'ignorer le fait que quand même les médias, il y a des manières de le dire différentes, mais peut-être que le mot système veut tout et rien dire désormais. On ne peut pas ignorer que les médias, ce sont des instruments de pouvoir. Néanmoins, le fait qu'ils soient d'ailleurs rachetés de plus en plus
par des gens avec un fort pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui signifie quelque chose. Notamment en France, où en plus, je me souviens d'Édouard Perrin, qui est un journaliste d'investigation qu'on avait reçu, qui se lamentait que la presse quotidienne régionale était en train de mourir en France. L'autre pendant, c'est qu'on a des milliardaires qui rachètent des chaînes. C'est que ces chaînes-là ont un pouvoir, ceci étant, quand même si ce n'est pas le système. Alors, il y a des questions d'usage qui, effectivement, défavorisent aujourd'hui la presse écrite en général, qu'elle soit nationale ou régionale, ou magazine. Donc, il y a ces questions d'usage qui font que les gens les lisent moins en moins et consultent l'information autrement qu'en la lisant, malheureusement. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique, mais pour le coup, c'est assez difficile de lutter contre ça parce que ce sont des tendances extrêmement lourdes. Et il y a la question, effectivement, du pouvoir de la presse, mais qui en fait, est une délégation de pouvoir. Le pouvoir de la presse, c'est son lectorat, son auditorat, son audience, ses téléspectateurs qui la lui donnent. Si demain, la presse n'est plus crédible, elle n'a plus de pouvoir. Tout le pouvoir de la presse réside dans le fait qu'elle est crédible. Et donc, c'est ça qu'il faut protéger. Si on pense que la presse a un pouvoir, j'ai envie de dire, par nature, on se trompe. Et si on commence à vouloir manipuler l'information en pensant qu'on va garder ce pouvoir, on se trompe. La preuve est que ce pouvoir, aujourd'hui, il est en train de s'éroder et il est en train de passer sur d'autres types de publications, de médias qui ne font pas de l'information. Je suis désolé parce que si les gens qui prennent Twitter pour un média d'information se trompent. Twitter n'est pas un média d'information. Sur Twitter, il y a de l'information, mais il y a aussi ce qui n'est pas de l'information, mais ce qui est de l'affirmation. Quelqu'un qui affirme quelque chose qui n'a pas été traité, et j'en reviens à ce traitement avec des méthodes, avec une éthique. Quelqu'un qui dit quelque chose, c'est pas parce qu'il va le dire sur un support que ça va devenir une information. Ça n'est pas une information. Et le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir de ces gens-là, il commence à se rapprocher du pouvoir qu'avaient justement les journalistes et l'information. Et donc, il faut pas se tromper. Le pouvoir de l'info et des journalistes, c'est pas leur pouvoir, c'est le pouvoir des gens qui les lisent, qui les regardent, qui les écoutent et qui vont croire ce qu'ils disent et qui vont donc se faire une opinion par rapport à ce qui est dit. Si demain, les gens ne croient plus ce que disent les journalistes, la presse n'aura plus de pouvoir. Est-ce que ce que tu avances là, c'est pas finalement un combat perdu avec l'avancée du temps, dans le sens où, pour reprendre Twitter, mais ça peut être ce qu'a été Facebook il y a quelques années, Twitter, c'est tellement pratique, c'est-à-dire qu'on ouvre son téléphone et on a accès à un nombre d'informations qu'on n'aurait pas imaginé il y a une quinzaine d'années. Et la consommation d'informations par petits bouts, et en plus avec des algorithmes qui nous mettent un petit peu devant les yeux ce vers quoi on a de l'intérêt, ce qu'on a consulté, etc. Est-ce que finalement, c'est peut-être pas ça l'avenir de l'information et que le format classique 20 heures, journal, même reportage, il devient pas de plus en plus obsolète? C'est une tendance, mais je crois beaucoup dans l'impact et dans le pouvoir de l'éducation, et je crois qu'il faut dire aux gens qui consomment de l'information plusieurs choses. Il faut leur dire qu'il y a des espaces où l'information est le résultat d'un traitement, qu'il y a des espaces où les données ne sont pas traitées et que ça n'a pas la même valeur. Il faut aussi que les gens, que le public ait conscience du statut particulier de l'information. L'information, c'est pas un bien de consommation. On ne peut pas consommer de l'information en voulant y trouver de la satisfaction. Et ça, c'est un point extrêmement clé de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne va consommer de l'information et va la valider ou pas en fonction de la satisfaction qu'il y trouve. Moi, quand je fais un journal et que je donne des infos, je ne cherche pas à faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Encore une fois, il y a des faits, il y a des déclarations dont on estime, en fonction de la ligne éditoriale et de la dimension du média dans laquelle on est, qu'elle va intéresser une partie importante, ou qu'elle va concerner une partie importante de notre public, plus qu'intéresser d'ailleurs. On la traite
et on la livre. Mais on la livre pas pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Et c'est là toute la différence. Si demain, les gens consomment l'information comme ils achètent des paires de chaussures en voulant se faire plaisir, mais ça va être une catastrophe. Parce que la validité d'une information ne dépend absolument pas du côté plaisant ou déplaisant qu'elle a. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que la consommation digitale a masqué un peu et qui fait que, les gens referment leur spectre d'intérêt sur des choses qui les intéressaient déjà avant. Moi, l'une des grandes fiertés que j'ai dans 7-8, c'est que comme les gens ont confiance comme beaucoup de gens ont confiance dans ce magazine, dans sa qualité de traitement, ils regardent des sujets qui a priori les intéresseraient pas. Et c'est là le gros avantage qu'on a sur le digital. C'est que sur le digital, ils n'auraient pas cliqué dessus. Mais nous, on leur propose, et ils regardent, et ils apprennent. Et parfois, ils découvrent, et parfois, ils vont chercher après. Donc, ça les ouvre. Donc, l'ouverture d'une société, la crédibilité, l'authenticité, la pertinence d'une info qui va leur être donnée dépend de tout ça. Et tout ça a des conséquences derrière en cascade qui sont des conséquences très importantes. Donc on est effectivement sur des questions qui sont très importantes. Une des conséquences, tout à l'heure tu disais que le journaliste c'est un filtre entre le destinataire de l'info et l'information en elle-même. Une des conséquences de cette numérisation dont on vient de parler, c'est le fait que maintenant avec un smartphone, beaucoup de monde peuvent faire du journalisme. Je le dis entre guillemets. C'est quoi ton regard là-dessus, même si moi je me permets de saluer quand même, il y a certains journalistes qui ont leur carte de presse mais qui n'ont pas fait d'études de journalisme, qui typiquement couvrent les luttes sociales, certaines manifestations, ou pas forcément, mais qui font un travail de journaliste. C'est quoi ton regard là-dessus du fait qu'un smartphone désormais égale quasiment une carte de presse? Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui n'ont pas la carte de presse, que tous les gens qui n'ont pas fait d'école de journalisme font des choses qui ne sont pas de l'information. Il y a des gens qui n'ont aucune formation et qui font de l'information, mais juste parce qu'ils font cet effort de traitement à charge à décharge, qu'ils analysent, qu'ils vont poser des questions à droite à gauche et qui sont pas là juste pour donner des informations qui va faire plaisir à un auditoire. Donc ça c'est une première chose. Et le fait que tout un chacun puisse être un relais de choses dont il va être le témoin et qui, lorsque ça a une validité, va même servir à des médias comme nous pour faire de l'info. Moi, j'y vois aucun problème. L'affaire Floyd, par exemple, s'il n'y avait pas eu une personne avec son portable pour filmer, cette affaire aurait probablement eu un retentissement que très local. Et donc, non, moi, je suis pas en train de dire, loin de là, qu'il faut priver les gens de leur droit à témoigner. Mais un témoin qui va ramener une matière brute, n'a pas forcément la capacité de traiter cette matière brute et de la mettre en ligne, avec le commentaire qui va bien, avec le recul et qui sied à l'information. Et donc, je continue à dire qu'il est très important d'avoir des repères que sont des gens qui sont des professionnels du traitement de l'info, mais que les sources aujourd'hui sont évidemment démultipliées et que le fait que chacun puisse filmer ce dont il est témoin, ça nous rajoute nous des sources qui nous permettent, quand ça le justifie, parce qu'on peut pas tout traiter, quand ça le justifie, de traiter dans nos médias respectifs, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient nationaux. Maintenant, sur des thématiques extrêmement précises qui sont pas forcément traitées par les médias, c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui fassent ce travail-là. Et plus il y a de méthodes associées à ce qu'ils font, et mieux c'est. Maintenant, je dis qu'il y a quand même un risque à faire confiance de la même façon à des journalistes et à des gens qui ne le sont pas. Une petite question subsidiaire, sans donner de nom. Est-ce que tu as été courtisé par des politiques? Non, pas courtisé. J'ai toujours
j'ai toujours voulu garder, mais ça c'est quelque chose qui me regarde, une grande distance avec les politiques. Ça n'a pas toujours été compris. Ça m'a parfois desservi dans la relation que je pouvais avoir avec certains collègues ou certains politiques. Mais ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que moi je considère effectivement que dans la position qui était la mienne, il pouvait y avoir un risque à être trop proche de politique en exercice. Et j'ai d'ailleurs eu une expérience en ce sens qui a été assez désagréable. Un dîner passé avec un ministre d'une certaine époque m'a valu de recevoir quelques semaines plus tard un coup de fil de l'assistant de ce politique en me disant vous savez qu'il y a tel projet de loi machin. Bon voilà, et ça c'est le genre de choses qui pour moi n'est pas acceptable. Dans la même veine, comment tu vis le fait que depuis une quinzaine d'années finalement ton degré de célébrité fait que quelque part ta vie privée ne t'appartient plus totalement, alors que tu me fais l'impression de quelqu'un de très discret? Mais ma vie privée m'appartient. Qu'est-ce qui te fait dire que ma vie privée ne m'appartient pas? Non, je voulais plus dire dans le genre les magazines People, etc. quoi. Très peu. Je crois que là aussi, c'est un espèce de mythe que de penser que parce que vous avez une exposition, vous devenez forcément un people. Tout dépend. J'aurais pu devenir un people si j'avais voulu, si je m'étais prêté à cette exposition-là, mais comme je m'y suis jamais prêté, je suis pas du tout dans cette sphère-là. Ma vie privée n'intéresse personne et j'en suis fort heureux. La première description que tu as faite toi-même, c'était humain. Je m'adresse donc à l'humain. Comment et non pas le journaliste pour le coup, comment tu décrirais et comment tu vis le contexte actuel en France? Je ne parle même pas du contexte politique, mais le contexte social, un petit peu cette période de tension où il y a un fond de l'air qui est très compliqué. Je vais dire quelque chose qui va apparaître volontairement, sciemment, comme une forme de provocation. C'est que je suis entièrement d'accord avec les généraux qui ont signé une tribune qui a fait grand bruit il y a quelques semaines de cela. Je suis d'accord sur leur constat. C'est-à-dire qu'on vit dans une société aujourd'hui qui est une société menacée, d'éclatement, pour une raison qui me semble être que l'identité... J'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'identité, donc je vais me permettre d'être assez précis. L'identité psychologique des gens qui vivent dans ce pays est en train de se réduire. C'est quoi l'identité psychologique? C'est la façon dont toi-même tu te perçois et dont toi-même tu te décris. Là où il y a 30, 40 ans, le fait d'être français était placé assez haut dans l'identité psychologique des gens qui vivaient dans ce pays. Aujourd'hui, cette notion-là, elle a reculé. Et elle a reculé pour laisser place à des identités psychologiques plus restreintes, que certains vont appeler communautaires, qui sont leurs origines, leur confession religieuse, leur classe sociale, l'endroit dans lequel ils vivent. Et vivre avec des gens dont l'identité psychologique est réduite, c'est évidemment plus compliqué, parce que la personne qui va s'adresser à toi, si tu ne la considères pas dans une identité psychologique commune avec toi et que les revendications qu'elle va avoir qui sont légitimes dans son identité psychologique restreinte, toi tu ne les partages plus parce que tu es dans une autre identité psychologique restreinte et que tu ne vois pas l'intérêt soit de remettre des choses en cause ou soit de te bouger pour appuyer sa démarche, eh ben ton discours, le discours de la personne qui s'adresse à toi n'aura aucun retentissement et n'aura aucun effet. Et je crois qu'aujourd'hui, tant que on ne récupérera pas de la grandeur d'âme, c'est-à-dire tant qu'on ne s'ouvrira pas tous, je dis pas plus les uns que les autres, tant que tous
on n'agrandira pas à nouveau nos identités psychologiques pour englober un maximum de personnes, on n'arrivera plus à communiquer efficacement et on n'arrivera plus à avoir des objectifs communs. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, ces fameux généraux, quand ils disent que la société française est menacée, ce constat, je le partage. J'en ai même fait un film qui s'appelle Fracture en 2017. Donc, je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui. Là où même s'ils ne sont que dans l'insinuation, mais là où je suis en total désaccord avec eux, c'est sur la réaction qu'il faut avoir face à ce constat que je partage. Et je pense que convoquer le passé, que convoquer une identité qui n'a plus de réalité sur le terrain, c'est évidemment pas la solution, puisque c'est cette identité passée qui a créé la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que si tout un tas de gens vivant dans ce pays se sont réfugiés dans des identités communautaires, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé dans l'identité nationale le cadre de leur épanouissement et de leur expression. C'est qu'ils ont considéré que ils étaient victimes de mépris, parfois même de haine, ça s'appelle racisme, discrimination, et qui ont fait que ils ne pouvaient pas accepter une identité qui les exposait à ces mots-là. Et ils ont donc cherché, on cherche tous le confort, hein, y compris dans la façon dont on se perçoit et les gens qu'on choisit de fréquenter. Et donc, ces gens, pour trouver le confort, ils se sont réfugiés dans des identités psychologiques plus restreintes à cause de ça. Et c'est pas aujourd'hui, en reconvoquant cette vieille identité qui n'a pas marché, qu'on va régler le problème. C'est justement en fondant quelque chose de nouveau, c'est en s'ouvrant tous et en se disant tous, il y a des choses, il y a des valeurs qui nous sont de toute façon communes et sur lesquelles il faut pas transiger, mais voilà, qu'il faut vraiment ouvrir les choses, il faut lutter contre certains mots et repartons ensemble. Ouais, là, encore une fois, tu me fais la transition, je voulais parler de Fracture. C'est drôle parce que quand j'ai vu Fracture, ça m'avait fait penser à une émission qui est restée célèbre dans l'histoire du PAF, le fameux jour où, Ce soir ou jamais, Alain Finkielkraut a asséné le fameux « Taisez-vous » au scénariste Abdelraouf Dafri. Et le titre de cette émission, c'était « Doit-on se ressembler pour vivre ensemble ?» Et finalement, Fracture, ça m'a fait penser à ce thème-là. Ce que tu dis, c'est globalement une réalité. Ceci étant, si je devais t'opposer l'argument un petit peu de cette droite-là, je te dirais que, comme certains disent, la France n'était pas un territoire vierge au moment où des populations d'ailleurs sont arrivées, et que, en reconvoquant justement ce passé, c'est une manière de se projeter dans l'avenir. Mais finalement, la question demeure. Doit-on se ressembler pour vivre ensemble, quelque part? C'est ce vers quoi tend le film Fracture. J'ai l'impression que tout le monde se tire la couverture vers soi et chacun vit dans son petit univers à soi. Ouais. Pour répondre à la question, il faut pas se ressembler, il faut partager. Et on n'est pas obligé de se ressembler pour partager. Si on ne partage pas, en revanche, c'est un problème. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de se percevoir au-delà de ce que l'on est physiquement, de ce que l'on est administrativement. Et la vérité, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, hein, parce que l'échelon national, c'est une limitation qu'on peut se donner pour se dire on va essayer de vivre en harmonie avec les gens avec lesquels on partage un territoire, une culture, etc. Mais en vérité, c'est beaucoup plus large que ça. Et j'ai évidemment énormément de points communs avec des gens qui ne sont pas français, qui sont même très loin, qui ont grandi très loin d'ici, et avec lesquels je peux partager des choses. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne partage pas. Et donc, la question de se ressembler, je crois que c'est vraiment une erreur du logiciel d'intégration français qui s'appelle assimilation et qui considère que pour vivre ensemble, il faut se ressembler. C'est une aberration totale. Et d'ailleurs, si ça a pu marcher, parce que moi je vois bien le processus qui a mené à ça. C'est-à-dire que sans doute qu'à une époque où il a fallu centraliser un pays France qui était divisé en provinces, avec des langues régionales très fortes, où les gens, où il n'y avait pas de cohérence, il a fallu effectivement
globalisé et en quelque sorte assimilé. Quand on a des vagues d'immigration européenne, ça marche aussi. Ça marche avec la deuxième génération. Ils sont blancs, sont chrétiens. Une fois qu'ils ont plus d'accent, ils ont juste un nom exotique, ça peut fonctionner. Mais ça ne marche plus quand vous avez affaire à des immigrations où la couleur de peau elle disparaît pas comme ça en une génération, ou des choses aussi fondamentales que la mystique, que la façon de s'adresser, la spiritualité, etc. Est différente. Là, on tombe dans des choses où l'assimilation n'est plus possible. Et donc, aujourd'hui, ce à quoi il faut parvenir, c'est à de l'adhésion et non pas à de l'assimilation. Et cette adhésion-là, elle passe par une ouverture de l'identité psychologique, y compris de l'identité racinaire de la France, qui doit être prise en compte. La France, effectivement, c'est un pays qui a des racines, c'est un pays qui a un creuset, qui est tout à fait respectable et qui doit durer, mais qui durera et qui se grandira en ouvrant et en acceptant des apports qui ne sont pas contraires à ses valeurs fondamentales, mais des apports qui viennent d'ailleurs, puisque c'est la réalité de notre sociologie de toute façon. Donc en vérité, on n'a même pas le choix. On se pose des questions sur des choses qui sont la seule garantie de notre bien vivre ensemble, parce que si on les fait pas, ça marchera pas. Une des déclinaisons de entre guillemets ces problèmes-là, même si c'est des problématiques assez anciennes en France, c'est le rapport aussi que certaines couches de la population française entretiennent avec la police. Tu avais eu une parole très très forte à l'époque de l'affaire Zecler. Je crois que c'était, je sais pas comment vous aviez fait, mais 7 à 8 avait été changé en 2 temps 3 mouvements dû à l'affaire. Donc ça aussi, ça va devoir... Sur des actus fortes, effectivement, on essaie d'être présent et donc on modifie nos sommaires. Et typiquement, le rapport à la police, et là peut-être que je m'adresse un peu plus au fils de CRS, c'est quoi la perspective? On a l'impression que d'un côté, on a, et pas forcément qu'une France immigrée, mais on a une France qui s'éloigne un peu plus de sa police parce que certaines violences insupportables, et de l'autre côté, on a une couche de la police qui j'ai l'impression que se sent incomprise de la population dans ses douleurs, dans ses difficultés du quotidien, et qui finalement est dans une forme je vais pas dire de demande de surenchère, mais demande d'acceptation du politique, de devoir changer certaines choses. Quand un syndicaliste policier dit « les digues de la Constitution devront sauter », je me dis que c'est qu'il se passe quelque chose. Je crois que là aussi, c'est un peu le même problème, c'est que il faut ouvrir les consciences et que il faut sortir de cette logique de caste, il faut sortir de cette logique de fausse consanguinité, c'est-à-dire que à partir du moment où des policiers refusent de condamner des actes délictueux ou criminels de policiers, c'est un problème. À partir du moment où des jeunes de quartiers sensibles refusent de condamner et trouvent des justifications qui n'en sont plus, parfois tellement elles sont éloignées de l'action qui est posée, on se trompe et on arrive effectivement à de la cristallisation de positions antagonistes et on ne peut aller qu'à l'affrontement. Donc il faut, là encore, pouvoir condamner les fautes et, me semble-t-il, plus durement encore qu'elles émanent de gens qui ont une symbolique, qui représentent l'ordre, qui sont le bras armé de la justice. Et ça n'est que comme ça qu'on va en sortir. C'est quelque chose que je dis souvent sur les débats concernant la mémoire, parce que c'est une question qui me touche évidemment en tant que descendant d'esclaves tout particulièrement. Il faut que les victimes ou ceux qui se pensent être les victimes fassent elles-mêmes une forme d'examen de conscience et soient elles-mêmes dans une attitude ouverte. Si je suis que dans la victimisation et dans l'accusatoire, je risque fort
de ne pas être entendu, je risque fort de crisper celui auquel je m'adresse, qui n'est pas directement responsable, puisque le problème date, on n'était même pas des projets, ni lui ni moi. Donc, il faut que l'on parle de valeurs et qu'on arrête de sortir de choses qui nous concernent nous. Moi, quand aujourd'hui je dis que l'État français, au nom de sa continuité géographique à l'époque, avec ses colonies, et historique, doit se repentir, il doit formuler des excuses pour les crimes commis à cette époque, je ne le fais pas parce que je suis noir, descendant d'esclaves, et que si je n'ai pas ce pardon, je n'irai pas bien dans ma tête. Je vais très bien dans ma vie, je vais très bien dans ma tête. Je n'ai pas besoin de tes excuses et de ta repentance pour aller bien et pour faire ce que j'ai à faire. Néanmoins, je te le demande insistamment parce qu'on partage tous les deux le fait d'être dans un pays qui est un pays de droit, qui est un pays de justice. Or, un pays de droit et un pays de justice ne peut pas s'accommoder d'injustice, fût-elle passée, et surtout de la négation ou de l'enterrement de ces injustices-là. Donc, ce qu'on partage, c'est ça, ce sont ces valeurs. Et c'est au nom des valeurs qu'il faut aujourd'hui essayer de se positionner, et pas au nom de notre condition propre. C'est pareil pour les policiers. C'est pas leur corporatisme et leurs conditions qui doivent dicter la façon dont ils vont se défendre, dont ils vont se sentir agressés ou pas. C'est au nom de valeurs. Et il faut qu'on soit le plus possible dans l'absolu. Et c'est pareil pour des jeunes de cité, c'est pareil pour des politiques, c'est pareil pour des journalistes qui sont parfois critiqués et à raison. Moi, je suis pas corporatiste. Quand un journaliste fait une connerie, je veux pas le défendre parce que je suis journaliste. S'il fait une connerie, je veux dire qu'il a fait une connerie. Et donc, je pense qu'il faut être capable de s'agrandir un peu dans tous les sens du terme pour sortir de ces écueils-là. Sur les questions mémorielles qui nous intéressent ici particulièrement, il y a quelque chose qui me frappe, c'est le chemin qui a été parcouru en une trentaine d'années. Ce que tu dis me fait penser à ce qu'avait dit Mitterrand à l'époque sur les affaires Bousquet et le fait de refuser de présenter des excuses sur ce qui s'était passé à Vichy. Et si je me souviens bien, il avait dit que ceux qui réclamaient des excuses ou une forme de repentance étaient des gens qui ne ressentaient pas ce que c'était que l'honneur d'être français. J'y viens, et du coup, pourquoi en France est-ce qu'on a tant de mal à faire passer ce que l'historien Pascal Blanchard appelle les éclaboussures impériales, quand certains pays, c'est pas pour faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais un ancien empire colonial de notre taille, il y en a un pas très loin, juste au nord, les anglo-saxons vivent ça de manière... Il y a des problèmes, mais beaucoup plus apaisés que la nôtre. C'est quoi qui bloque ici ? Je crois que ce qui bloque, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je connaissais pas cette déclaration de Mitterrand, mais qui est l'extrême inverse de ce que je pense. Voilà, complètement, c'est l'opposé exact de ce que je pense. C'est parce que justement, on est français et qu'on se sent français et qu'on croit dans les valeurs de la France qu'on fait ces demandes, et pas parce que on ne ressentirait pas ce fait d'être français. Mais il y a quelque chose qui est, alors c'est de la psychologie, psychologie collective. C'est vrai qu'il y a quelque chose de compliqué, et c'est pour ça que je dis que nous, qui demandons la réparation en nous plaçant du côté des victimes, on doit prendre en compte le fait que les remises en cause, c'est compliqué. C'est compliqué de se remettre en cause. Et c'est encore plus compliqué de se remettre en cause sous la pression. Vous serez plus prompt à vous remettre en cause si vous comprenez les raisons pour lesquelles il faut vous remettre en cause, si la démarche, elle vient de vous, et si cette démarche, elle s'accroche à des valeurs que vous portez. Si la remise en cause, vous devez la faire sous la pression de quelqu'un qui est extérieur à vous et qui vous demande avec véhémence de vous remettre en cause, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, je crois qu'il y a aujourd'hui en France une difficulté dans une période où effectivement
la grandeur de la France est un peu mise à mal, c'est le sens de l'histoire. La France d'aujourd'hui n'a pas le rayonnement qu'avait la France au 18e. Ne serait-ce qu'au 20e. Ne serait-ce qu'au 19e, voire au début du 20e. Et donc, le réflexe psychologique est de se dire, dans une période où on n'arrive même pas à trouver un vaccin, on va pas en plus se rajouter, se mettre des coups de fouet dans le dos en demandant pardon pour des trucs qui se sont passés il y a longtemps et où on va encore se rabaisser, se rapetisser. Non, c'est toute la grandeur d'une démocratie que de reconnaître les erreurs passées et de dire aux gens qui sont à l'extérieur, mais aussi aux gens qui sont à l'intérieur et qui sont, eux, marqués quelque part par ce passé, mais de leur dire, oui, il y a eu des erreurs passées, on est tous le fruit de ça, on est tous le résultat de ça, reconnaissons au nom de cette continuité de l'État ces erreurs, repentons-nous pour ces erreurs, mais pas pour rester agenouillé, recroquevillé, en train de trembler mais non, mais pour repartir ensemble et pour repartir plus fort. C'est ça la démarche. Sauf que c'est une démarche qui est courageuse et risquée parce qu'elle est coûteuse politiquement, parce que elle n'est pas très audible aujourd'hui. Et je crains qu'elle risque de l'être pendant longtemps. Donc je pense qu'il faut un véritable volontarisme politique pour aller chercher les conditions de cette réconciliation et de ce nouveau départ. S'il n'y a pas une vraie volonté pour aller chercher ça, et que on surfe sur des tendances dominantes, j'ai bien peur qu'on n'aille pas vraiment dans la bonne direction. En échappatoire à cette réalité difficile, il y a l'écrit et la littérature. Qui sert parfois à l'éclairer d'ailleurs. Exactement. Il y a les nouvelles d'après 20 heures, qui est un format très intéressant de petites nouvelles. C'est quoi la genèse de ce projet ? La genèse de ce projet, c'est d'abord l'amour de l'écriture, mais c'est de se dire que les gens lisent de moins en moins d'histoires, de récits, de fiction, et qu'on lit de plus en plus de choses qui ont l'avantage pour nos cerveaux un peu fainéants d'être courtes, mais qui sont de l'ordre du post, du commentaire, voire de l'info, mais sans enchantement, sans la part d'enchantement que contient une œuvre de fiction. Et donc, j'ai commencé, moi, à écrire la première de ces nouvelles en février 2020, c'est-à-dire un mois avant le premier confinement. Et j'avais dit à un pote, Michel, qui partage cet ouvrage avec moi, viens, on va écrire des petites histoires, parce que je sais qu'il aime aussi ce style-là, et on va les publier sur un réseau social. Donc on a commencé à publier les premières de ces nouvelles sur un réseau social, et puis au bout d'un moment, quand on a vu qu'on en avait quelques-unes et qu'il y en avait encore... qu'on en avait encore sous le pied et que ça répondait bien sur le réseau social en question, on s'est dit, j'en ai parlé à mon éditeur, je lui ai dit tiens regarde, lis ce qu'on écrit et tout, et il a trouvé ça plutôt cool et on a décidé de publier cet ouvrage. C'est un style qui se prête à la lecture. En plus, j'aime bien celle de l'actrice. Il y a une phrase que j'aime beaucoup: la petite en moi ne se résout pas à brûler le prince charmant, son cheval blanc et son conte de fées bullshit. C'est encore dans le style documentaire et la réalité, quoi. Ouais, et ce qui est génial dans cet exercice, quand vous êtes auteur, c'est que justement, vous voyez à quel point il est facile, quand on daigne faire l'effort de se plonger dans une identité psychologique qui est pas du tout la sienne. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Je suis pas blanc, je suis pas trop vieux, je suis pas très jeune, et pourtant dans ce livre je me mets dans la peau de femmes, d'enfants, de personnes âgées, de personnes non noires, de personnes, voilà, même d'un meuble. En vrai, c'est un exercice dans lequel on se donne une grande liberté, mais qui permet de se rendre compte effectivement qu'on a tous un lien les uns avec les autres et que comprendre l'autre, c'est pas compliqué. Il y a une question que j'ai coutume de poser aux invités qui produisent de l'écrit. Est-ce que l'écriture reste pour toi un plaisir, ou est-ce que c'est une forme de pugilat ? C'est compliqué d'écrire, hein.
Ouais, mais chez moi, ça n'a jamais été un pugilat, c'est toujours un plaisir. Je pense que ça devient un pugilat, ça peut devenir un pugilat quand vous avez des objectifs dans le temps. Moi, franchement, si j'ai rien d'intéressant à publier durant les 10 prochaines années, ça va. Donc, je me bats pas pour écrire. J'écris quand, limite, c'est si je devais pas écrire que ça deviendra inconfortable. J'avais lu que tu avais rencontré beaucoup de difficultés à l'époque de Fracture. Alors, je crois que c'était pour la réalisation et peut-être le financement de ce film. J'ai lu également qu'il y avait une série qui était en préparation. Alors, sans déflorer l'intrigue ou le sujet, le cinéma, c'est quelque chose qui te fait du pied? Ouais, c'est toujours dans l'idée de raconter des histoires. Donc j'ai toujours écrit des histoires. J'avais publié en 2007 un premier roman qui s'appelle Novilu, qui d'ailleurs va ressortir à l'été. Pour le plus grand plaisir d'Éric Zemmour et Eric Nolot. Exactement. Et c'est vrai que ce que m'a ouvert la télé, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait pas mal de radio, j'ai fait plus de 10 ans de radio avant de faire de la télé, mais ce que m'a ouvert la télé, ce à quoi m'a ouvert la télé, c'est à l'image. Et au pouvoir de l'image, et à la façon dont on pouvait utiliser l'image au service toujours d'une histoire, d'un récit, etc. Et donc, ça m'a amené d'abord au documentaire que j'ai fait dans le cadre d'une émission qui s'appelait En Immersion sur TF1 pendant des années. Et puis ensuite, voilà, à la fiction. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle. Eh bien, Harry, je te remercie. Tu sais qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est que le mot de la fin appartient à l'invité. Le mot de la fin t'appartient. C'était cool. Plaisir partagé. Merci. Merci à toi.